Mes chers majors et capitaines, bienvenue bienvenue à Agraba, bienvenue dans ce deuxième volet de la présentation de mon parcours. Je vais lancer l'enregistrement du podcast en rentrant sur mon logiciel Audacity et j'espère que cette deuxième version vous sera aussi utile qu'agréable. On est parti. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet, dans cette deuxième édition de mon podcast Smartfire, le podcast qui, je l'espère, vous permettra d'exploiter le feu sacré qui brûle en vous pour développer toutes les facettes de votre existence et réaliser enfin votre plein potentiel. J'avais fait une promesse que je n'ai pas réussi à tenir dans le tout premier podcast, on commence bien, en vous disant que je retracerai en un épisode mon parcours depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je pense que j'ai tellement détaillé, je me suis tellement concentré sur mon parcours scolaire et personnel depuis ma naissance jusqu'à quasiment mes études supérieures, qu'en fait, je me suis perdu dans les détails, évidemment, comme à mon habitude, et que je suis désolé, je suis distrait, j'arrive pas à faire marcher ce logiciel de façon optimale, on devrait être bon. Et je me suis perdu dans les détails de mon enfance et de ma scolarité, et j'ai pas du tout eu le temps d'exploiter et de vous parler, comme je l'aurais souhaité, de l'évolution de mon projet professionnel, de la création de ma boîte, de la création de mes réseaux sociaux et de ma dynamique actuelle. Chose qu'on va faire maintenant, et donc ce deuxième opus s'intitulera très probablement mon évolution professionnelle ou mon parcours du CELSA ou de mon master en communication à YouTube / Bayesian / tout le reste et tous les autres projets dont vous apprendrez peut-être l'existence bientôt ou au fur et à mesure, ou même de YouTube à ce podcast, puisque c'est la nouvelle évolution que je donne à mon contenu ces derniers temps. Donc, on va essayer de ne pas tergiverser, de ne pas faire trop de digressions à mon habitude, et de rentrer directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut se lancer en partant de la fin de mes études, puisque c'est là que la réalité de mon développement professionnel a commencé à voir le jour. Je vous avais dit dans le premier opus de ce podcast que j'ai eu la chance de faire un master du CELSA, qui était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui était la plus grande et la plus prestigieuse école de communication de France. On se tirait pas mal la bourre avec un des masters de communication et d'infocom de Sciences Po, mais c'était une école publique, et ça c'était une vraie fierté pour moi, parce que mes parents n'avaient pas à l'époque, j'avais 19 ans quand j'y suis rentré, 18 ans encore quasiment. J'ai passé les thèses, j'avais 18 ans et je les ai réussis, j'en avais 19. Mais à la faveur de cette joie du calendrier qui veut que généralement les thèses des grandes écoles, etc. se passent entre le 10 et le 15 juin et que les résultats tombent entre le 22 et le 25 généralement. Donc c'est ça la magie quand on est le 20 juin. Mais j'ai eu la chance de faire ce master du CELSA comme je vous l'avais expliqué dans le premier podcast. Ça a été une scolarité absolument exceptionnelle. J'ai eu au CELSA des profs d'un niveau intellectuel incroyable, d'un niveau d'expérience incroyable, et surtout par rapport à la prépa, où j'avais eu la chance d'avoir des profs qui étaient des académiciens et des lettrés et des intellectuels sortis directement du moule de la prépa et des grandes écoles, et qui pour la plupart d'entre eux étaient des normaliens, étaient des universitaires, qui étaient brillantissimes, mais qui, je pense, manquaient peut-être pour le projet professionnel que moi j'avais et les ambitions que moi j'avais, manquaient peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit ou en tout cas d'exercice et de pratique dans une vraie dimension professionnelle moderne et actuelle. Pas pour dire que les enseignements en prépa étaient datés et surannés, mais peut-être que quand on est soi-même très investi dans une dynamique scolaire et qu'ensuite, à la suite d'une agrégation qui est par définition un diplôme excessivement scolaire et tourné excessivement vers l'enseignement, c'est son but, qu'on reste dans cette dynamique très scolaire et très codifiée et très hiérarchisée et très empreinte d'apprentissage et de transmission et de notions d'importance du programme, etc. Et des concours et de la hiérarchie intellectuelle toute française, je crois. On manque peut-être un peu d'ouverture d'esprit et peut-être d'ambition, sans être péjoratif encore une fois, mais en tout cas d'une bouffée d'air frais et de vision de l'ailleurs,
qui me manquait pas mal. Et donc j'ai eu la chance de tomber au CELSA, qui a été une école absolument centrale dans ma formation et dans ce que j'ai réussi à développer, dans mon prisme d'analyse et dans ce que j'avais envie de poursuivre comme but et d'ambition dans ma pratique professionnelle, dans mon développement personnel futur. J'ai passé donc 3 années au CELSA, entrecoupées d'une année de césure, puisque je suis rentré au CELSA en 2008. J'ai fait ma licence de magistère entre 2008 et 2009. J'ai fait mon master 1 entre 2009 et 2010. Et qu'entre 2010 et 2011, j'ai fait une année de césure, j'ai fait un DU d'expatriation où j'ai eu la chance de partir en Thaïlande. C'est la première fois que je suis parti en Thaïlande, donc en février 2011, le 22 février de mémoire. Sachant que j'en oublie une étape, mais en février 2010, j'ai eu la chance de faire mon stage de Master 1. On avait l'opportunité de pouvoir faire ce stage ou en France, dans une entreprise de notre choix, ou à l'étranger. Et en fait, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir partir à l'étranger. Je me suis dit, tant qu'à faire, parce que j'ai le choix, autant le saisir. Et j'avais très envie à l'époque d'apprendre une langue étrangère un peu rare. Et un jour à Paris, j'ai croisé un groupe de mecs avec des nanas qui parlaient une langue qui m'a paru exceptionnelle, qui s'est avérée être du russe. Et je suis allé les voir et je leur ai demandé, mais excusez-moi, mais enfin, quelle langue vous parlez? Les mecs n'ont pas compris. Et je leur ai dit, sorry, what language you speak? Et les mecs m'ont dit, это русский. C'est du russe. Et là, je me suis dit, waouh, il faut absolument que j'apprenne cette langue parce qu'elle est géniale. Et puis que de mémoire aussi, les nanas avec qui ils étaient avaient l'air pas dégueulasses. Et que je me suis dit que c'était probablement un bon atout sur lequel miser pour mon développement futur. Et donc, j'avais dans un coin de ma tête de partir dans un pays russophone faire un stage. Et s'est présentée à moi l'opportunité géniale, pour la petite anecdote, grâce au père de mon ex de l'époque, qui travaillait au Kazakhstan, de pouvoir aller travailler pour l'ambassade de France et plus précisément pour l'Alliance française à Almaty, la capitale culturelle du Kazakhstan. Pour ceux qui ont déjà foutu les pieds au Kazakhstan, c'est une expérience culturelle et humaine très particulière parce que c'est un pays de l'ex-URSS, clairement encore aujourd'hui à mon sens en voie de développement, avec des réflexes et des modes de fonctionnement qui sont à des années-lumière de ce qu'on connaît en France et en Europe de l'Ouest. Et ça a été le fruit d'un dépaysement absolument total, aussi bien culturellement que linguistiquement que humainement. Cette expérience a rempli toutes les missions que j'espérais qu'elle puisse remplir et a vraiment assouvi l'ensemble de ma curiosité en termes de voyage, en termes d'aventure, en termes de sortie de ma zone de confort. Ça a été absolument passionnant. J'étais parti pour 6 mois pour ce stage. Donc je suis parti le 22 février. Quand je suis arrivé à Almaty, on n'a pas pu se poser parce que la piste était gelée et l'avion est allé se poser à 1500 km au nord-ouest à Karaganda. Pour ceux qui connaissent Karaganda, c'est littéralement le trou du cul du monde. C'est une ville de mineurs de l'ex-URSS au milieu des steppes d'Asie centrale et de la toundra. Il n'y a rien à y foutre à part mourir, à mon sens, dans l'oubli et la pauvreté. Clairement, c'est l'ambiance et l'impression qu'on a quand on y arrive. Et quand j'ai débarqué, il faisait moins 23. J'ai jamais connu un froid pareil. En tout cas, j'avais jamais connu et je crois que ça s'est pas reproduit depuis parce que l'expérience m'a pas mal vacciné des climats vraiment extra-continentaux et extrêmement froids en hiver par définition. Et je peux vous assurer que quand vous n'êtes pas prêt, que vous avez un petit t-shirt, un petit pull et une doudoune Pyrenex parce que vous dites « Ouh, je me suis équipé pour la circonstance » et qu'en fait vous débarquez et qu'il fait moins 23, ça cogne la gueule. Bref, je suis encore en train de faire une digression monstrueuse mais j'avais envie de vous parler de ça. Cette expérience au Kazakhstan a été géniale. Elle m'a appris la vigilance, elle m'a appris la rusticité un petit peu, même si j'étais dans un appartement logé, nourri, que je travaillais dans des conditions tout à fait décentes, etc. Mais je peux vous assurer que marcher pendant 25 minutes à pied pour aller à son travail à l'ambassade de France le matin, quand il fait moins 23, ça calme. Débarquer et travailler pendant plusieurs mois dans un univers professionnel dans lequel l'ensemble de vos collègues, associés et assistantes ne parlent que kazakh, russe et un tout petit peu d'anglais et de français, ça oblige vraiment à sortir les doigts du cul, pardonnez-moi l'expression, mais pour bosser la langue qui va vous permettre de vous exprimer et d'échanger avec vos collègues, parce qu'intellectuellement c'est excessivement frustrant d'être au milieu d'un tumulte social et culturel auquel vous comprenez strictement
absolument rien. Parce que quand vous parlez pas russe et que la langue usuelle et vernaculaire c'est le russe, si vous maîtrisez pas cette langue sur le bout des doigts, et c'était pas mon cas en arrivant, vous êtes complètement largué, vous avez l'impression de passer à côté de votre vie au quotidien et c'est très frustrant. Et du coup j'ai pris une prof de russe qui s'appelait Galima, une vieille babouchka, une ancienne prof de russe de l'ex-URSS clairement, et qui s'était reconvertie probablement en prof de russe pour les expats depuis, et qui a été une pédagogue extrêmement enrichissante pour moi et qui me tabassait avec des cours de russe en gros, je payais pour 1 heure ou 1 heure et demie de cours, je me souviens plus. Et vu le prix et vu l'investissement et vu sa bonté d'âme et d'esprit, elle me cognait la gueule avec des séances de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Et clairement, je faisais ça après mes journées de travail à l'ambassade de France. Genre, on se donnait rendez-vous à 18h et elle partait parfois à 20h, 21h de la maison et j'avais le cerveau qui fumait par les 2 oreilles tellement c'était difficile. J'ai beaucoup appris pendant ce stage. Professionnellement, pas énormément parce que clairement, leur réflexe en termes de stratégie de communication et de publicité, ce qui moi était ma spécialité de l'époque, c'était assez archaïque et assez basique pour les missions que j'avais à remplir, mais c'était surtout des missions d'animation de la vie culturelle. Et professionnellement, ça a été surtout culturellement que le dépaysement et l'ouverture de mes horizons a été le plus intéressant. Manque de bol, ça ce sera peut-être pour un prochain podcast, mais au lieu de rester 6 mois, le 10 avril ou le 11, je sais plus, je crois que c'était le 10, ironiquement le soir de la toute première sortie que j'ai faite, parce que j'étais pas du tout sorti, parce qu'en hiver il fait froid et que j'étais concentré sur mon boulot et que j'avais pas l'opportunité de sortir. On est sorti dans un bar avec le père de mon ex qui m'accueillait chez lui et sa copine, et on est rentré un petit peu peinté clairement. Moi c'est la première fois quasiment que je buvais pour faire la fête, parce que sinon je buvais de la vodka quasiment tous les matins quand j'allais dans les universités locales d'Almaty rencontrer les recteurs des académies qui nous accueillaient toujours à coups de thé brûlant ou de vodka, littéralement. La pire expérience du monde, hein. Boire de la vodka à 8h15 du mat, je peux vous assurer que ça vaccine son homme, mais malheureusement j'avais un peu bu ce soir-là et en fait on s'est réveillé en pleine nuit, genre à 5h30, 6h du mat après être rentré à 3h, et alors que j'étais encore complètement fait comme un rat, le père de mon ex nous a dit les gars, levez-vous, réveillez-vous, je crois qu'il y a le feu. Et en gros, l'immeuble a brûlé. Je vous la fais courte parce que je vous raconterai probablement ça dans un prochain podcast si ça vous intéresse. Mais en gros, l'immeuble a cramé, j'ai failli mourir, brûler vif dedans, et l'ensemble de nos affaires ont été contaminé par la fumée et l'amiante qu'il y avait dans l'isolation du bâtiment, et donc ça a été entièrement condamné, on pouvait plus accéder. Moi j'avais laissé mon ordinateur, mon Mac, j'ai juste pris mon passeport et de la thune et on est sorti une main devant, une main derrière. J'ai failli y rester d'une certaine façon, il y a des gens qui sont morts dans l'incendie, bref. Une période de ma vie pas facile mais très enrichissante, et en gros ça a écourté mon stage au Kazakhstan qui est passé de 6 mois à 3 mois, et j'ai dû par la force des choses, après une semaine à dormir chez le consul de France qui m'avait accueilli super gentiment d'ailleurs, regagner Paris et rentrer chez moi. Le voyage retour a été un calvaire, je vous le raconterai, mais j'ai mis plus d'1 semaine à arriver chez moi à cause notamment du volcan islandais, dont je me souviens jamais du nom, mais qui a fait irruption un truc comme le 17 avril, littéralement 1 semaine après l'incendie de mon appart. Bref, une aventure unique, et professionnellement c'était extrêmement enrichissant. Passons là-dessus, si ça vous intéresse, je vous referai un podcast sur cet événement de ma vie qui a été très marquant et très très formateur, mais qui dépasse le spectre de ce podcast-là évidemment. Et ensuite j'ai fini mon master 1, j'ai fait mon mémoire de master 1, et l'année d'après, plutôt que d'enquiller sur mon master 2 comme le fait de passer pas très loin de la mort m'avait pas mal cogné, je me suis dit que j'allais prendre une petite année de césure, et j'ai bossé pendant 6 mois, donc on est retombé sur nos pattes du champ de mon développement professionnel. J'ai bossé pendant 6 mois, j'ai fait un job de cravate rouge, c'est en gros le corps des mecs qui travaillent pour l'industrie de la mode, notamment à Paris, et pour les défilés. Les cravates rouges, c'est un code dans la high fashion, c'est tout simplement les mecs qui sont embauchés pour encadrer les défilés et s'assurer que les clients ont bien les faire-part et les invitations, et que quand Anna Wintour se pointe, on va lui ouvrir la porte de son Aston Martin rapide à l'époque, puisque c'est moi qui l'avais ouverte et que je me souviens qu'il n'y avait pas de poignée sur cette putain de portière et que j'étais comme un con et qu'elle me regardait genre alors il n'y a pas de poignée, comment vous faites? C'était bien rigolo. Donc j'ai bossé pendant 6 mois là-dedans pour me faire un peu de thunes, parce que j'avais pas d'argent à l'époque littéralement.
et pour rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir partir à l'étranger. Et j'ai eu la chance de travailler pour des défilés comme Chanel, Sonia Rykiel, Louis Vuitton, des trucs vraiment sympas. Ça a été un moment assez drôle, on était payé au lance-pierre évidemment, mais j'ai vu un peu l'envers du décor de la mode qui me fascinait pas mal quand j'étais en prépa et que j'étais à Orléans dans ma petite classe préparatoire et que je touchais tout ça du doigt uniquement par les pages glacées des magazines, et que là, ayant un pied à Paris, j'ai pu voir un peu l'envers du décor, et c'était clairement pas aussi riant que ce à quoi je m'attendais, mais ça a été aussi très intéressant. Et du coup, au bout de ces 6 mois, après avoir rassemblé pas mal d'argent et avoir mis un peu de thunes de côté, j'ai pu partir pour mon année d'expatriation, donc qui a duré en réalité 6 mois, en Thaïlande, pareil en février 2011. Et là par contre je suis parti pendant quasiment 5 mois et demi, je suis revenu à l'été, et j'ai passé 5-6 mois au pays du soleil, une expérience évidemment absolument clé dans le développement de mon épanouissement personnel et de mes horizons culturels. Ça a été mon premier contact avec le royaume de Siam, ça a été probablement le plus marquant et le plus impressionnant parce que je suis parti complètement tout seul à l'aventure avec mon baluchon, encore une fois avec un peu de thune en poche, sur les traces de la boxe thaïlandaise, dans des camps mythiques tels que Luke Ban Jai Gym, tels que Port Pramuk Gym. Je vous ferai très probablement un podcast sur cette expatriation et sur mon expérience à l'étranger et ma découverte de l'Asie, du Sud-Est et de la Thaïlande. Mais encore une fois, on s'écarte du sujet principal. Et je suis revenu, j'ai soutenu un petit mémoire de DU et j'ai enchaîné sur ma deuxième année de master, au cours de laquelle j'ai oublié une étape, mon stage de licence, j'avais eu l'occasion de le faire au magazine GQ, donc c'était une expérience professionnelle assez brève. Enfin remarque, j'ai bossé 4 mois et demi pour le magazine GQ à Paris, dans le 8e, rue Cambacérès à l'époque ils étaient, je crois, je pense qu'ils ont bougé et que la rédaction est ailleurs. Ça a été une expérience incroyable. J'étais simplement assistant de la rédaction et de la directrice de production et de publicité qui s'appelait Anne-Laure Diaz d'ailleurs, et que je salue si un jour elle tombe sur le podcast parce qu'elle m'a beaucoup appris et qu'elle était extrêmement patiente avec moi parce que j'étais une daube littéralement en tout ce qui était logiciel, informatique, Excel, et qu'il y avait des gros besoins d'impression, de publi-postage, d'étiquetage, de gestion informatisée de l'administration et de l'ensemble de ces process, et que j'étais vraiment mauvais et que j'apprenais pas très vite de mémoire, je crois, j'étais pas très débrouillard avec tout ça, et elle a eu la gentillesse d'être magnanime et d'être tolérante vis-à-vis de mon incompétence manifeste, et finalement mon stage s'est hyper bien déroulé et je me suis vraiment épanoui et j'étais en contact de gens très intelligents. J'ai eu l'occasion de participer à des shoots, à des productions, à des éditos, à tout un tas d'événements extrêmement intéressants avec des gens passionnants. Et si quelqu'un de la rédaction de GQ m'a connu en 2009, putain, il y a 12 ans, et entend ce podcast, écoute ce podcast, et ben je le salue évidemment encore aujourd'hui. Bref, deuxième année de master du coup, entre 2011 et 2012. Année de master extrêmement difficile, extrêmement enrichissante. Cette dernière année de master en magistère, ça a été pour moi le passage du travail individuel, où en prépa on est tout seul derrière ses cours, derrière ses bouquins, à bachoter et à travailler comme un malade pour assimiler le plus de connaissances possible, à en deuxième année de master, un coup de projecteur mis vraiment et un accent mis sur le travail en équipe, en groupe, pour faire des propals, pour faire des présentations, pour travailler pour des vrais clients. Au CELSA, on avait la chance d'avoir des vrais clients qui venaient avec des vraies problématiques professionnelles, et travailler pour les directeurs de la communication de McDonald's, de Nespresso, de Starbucks, qui est-ce qu'on a eu? On a eu des mecs qui construisaient des planches de surf dont je me souviens plus du nom. On a eu la campagne de publicité pour un bonbon qui s'appelait le Crousty Fondant, je me souviens. Bref, des défis professionnels et intellectuels, à la fois qui tenaient de l'ordre de l'exercice et de l'ordre de la vraie recommandation pour des vrais clients. Et ça a été passionnant. Ça a été une année éreintante, parce que je me souviens qu'on avait des réunions en groupe avec des trucs qui finissaient genre à 1h30 du mat. On allait se poser dans des cafés à Levallois, à Neuilly, à côté du CELSA. Et moi, à l'époque, j'avais ni voiture, ni scooter de mémoire, donc c'était une galère. Je devais prendre les transports pour rentrer chez moi. Je mettais 1h30. Enfin bref, c'était une galère. Genre, je me souviens d'avoir fait des nuits très très courtes et des journées très très longues, mais c'était très formateur encore une fois. Et j'ai fait mon dernier stage de Master 2 sous le format de
de l'alternance où je travaillais du lundi au jeudi en entreprise, où le vendredi j'étais en cours, donc c'était un gros rythme. Et j'ai eu la chance de décrocher un stage à la rédaction du magazine Sport et Style, le mensuel de l'équipe. Et donc j'ai pu travailler comme journaliste pendant 1 an, de janvier 2012 à décembre 2012, pour valider mon master de communication du CELSA. Et ça a été ma première vraie expérience professionnelle en tant que journaliste stagiaire, payé 800 € par mois comme c'est la coutume dans la presse magazine et la presse française globale. Et ça a été une vraie expérience où on a commencé à me faire confiance, où j'ai pu mettre mon nom sur les articles que je signais, où je pouvais mettre mon nom dans l'ours même si c'était évidemment marqué journaliste stagiaire et que j'étais même pas pigiste. On me le faisait bien comprendre parfois certains jours où certains de mes collaborateurs dont je tairai le nom, collaboratrices, avait tendance à faire passer un peu les stagiaires pour des moins que rien, mais j'ai appris professionnellement aussi à ravaler un peu mon ego, à travailler au sein d'une équipe, à être patient, à savoir que même quand on a raison, il ne faut pas forcément faire valoir sa raison aux yeux de tous devant des gens qui sont un peu jaloux ou un peu aigris. Je généralise, il n'y avait que très peu de mauvais éléments dans cette rédaction, et 99% de mes autres collègues étaient adorables, bienveillants, extrêmement professionnels et très investis et passionnés par leur boulot. Et ça a été 1 an de formation littérale au sens premier du terme, où j'avais des gens qui étaient par-dessus mon épaule et qui investissaient du temps et de l'énergie pour me développer et me voir devenir meilleur. Je salue Cindy, je salue Paul Mickel, je salue Katia, la rédactrice en chef de l'époque. Je salue David, qui se reconnaîtront peut-être si un jour ils écoutent ce podcast. Et ça a été 1 an de vraie formation, de vrai apprentissage, et ça a été absolument passionnant. À l'issue de cette année, j'ai été tellement passionné par l'écriture et le journalisme que j'ai essayé évidemment de recycler mes compétences et de me faire embaucher pour de bon par le groupe. Sauf que le groupe, qui était le groupe ASO à l'époque, prenait très très cher parce que la presse magazine allait très très mal à l'époque et qu'ils essayaient de se diversifier, notamment de créer l'équipe TV. Ça s'est créé, si je dis pas de bêtises, en 2012 quand j'y étais. Donc je me suis dit, la belle aubaine, je vais essayer de travailler à l'équipe TV. Et en fait, évidemment, ayant un CV de mi-quai de première et ayant à peine 1 an d'activité en tant que journaliste stagiaire, j'étais personne pour prétendre à un poste à l'équipe TV. Et ils ont simplement embauché, recyclé, entre guillemets, des journalistes extrêmement compétents et chevronnés qu'ils avaient déjà sous la main ou dans le collimateur depuis des années et qui travaillaient déjà pour le groupe. Et quand moi je suis arrivé avec mon petit CV en disant bonjour, j'aimerais bien faire de la télé, on m'a dit mon coco, il va falloir faire la queue. Il y a des mecs qui ont 55 balais et 30 ans de maison et qui t'ont pas attendu pour pouvoir avoir leur place ici. Donc on me l'a vite fait comprendre ça aussi, et je me suis rendu compte que ce serait probablement beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais pour me frayer un chemin dans ce monde-là et décrocher un poste qui en vaille la peine, et qui me permette de vivre, surtout parce qu'on m'avait proposé de me garder en tant que stagiaire et de continuer à développer mes talents, ce qui était adorable, mais de continuer à me payer 800 € par mois. Et clairement, si vous avez vécu au moins 3 mois à Paris et que vous savez combien coûte le coût de la vie, vous savez très probablement que ne serait-ce que pour louer un appartement en ayant 800 € de salaire par mois, à Paris c'est absolument impossible. Donc à moins d'aller habiter à Orléans et de prendre le train tous les matins et de faire des allers-retours, ma vie n'avait aucun sens, et du coup j'ai été obligé de décliner cette offre et de quitter ce monde-là à regret, parce que c'est un monde que j'ai adoré et j'aurais adoré me développer là-dedans, et probablement que ce que j'ai fait de ma vie aurait été différent si j'avais pu choper un poste là-dedans et en faire quelque chose de concret. J'ai pris 1 mois pour réfléchir, je suis reparti en Thaïlande pour faire le point, et ça a été une très bonne idée parce que là-bas j'ai pu interviewer Boakao Port Pramuk, que j'avais rencontré l'année d'avant pendant mon année d'expatriation en Thaïlande à Port Pramuk, qui lui était devenu entre-temps Boakao Benchamek, qui avait repris son nom originel, qui s'appelle Sombat Benchamek, et Boakao c'était son nom de boxeur et Benchamek c'était son nom de famille initial, et Port Pramuk c'était le nom d'usage qu'il avait emprunté, le nom du camp de boxe dans lequel il bossait à Chachoeng Sao, dans l'est de la Thaïlande, à l'est de Bangkok. Et donc en 2012, quand j'y suis retourné avec mon petit frère pour l'interviewer, il avait repris son ancien patronyme, donc de Boakao Benchamek. Il avait ouvert un gym à Bangkok qui s'appelait le Benchamek Gym, et il commençait à voler un peu de ses propres ailes et à pouvoir toucher enfin l'argent que l'ancien patron du Port Pramuk Gym lui avait spoilé pendant tant d'années et avait gentiment mis de côté pour lui, mais il lui avait clairement usurpé. Et donc j'ai pu faire cette interview, on avait pris des photos, j'avais pris une traductrice de Thaï qui m'avait permis de réaliser cette interview parce que Boakao ne parlait
pas anglais, évidemment pas français et uniquement thaï à l'époque. Je sais pas s'il a un peu développé son jeu en anglais, mais à l'époque c'était pas tellement le cas. Et on avait fait cette interview qui reste un très bon souvenir, qui a jamais été publiée, que j'avais faite pour le magazine Sport et Style en espérant qu'ils me l'achètent et qu'ils me la prennent en tant que pigiste. Et je crois qu'ils en ont jamais voulu. Peut-être que le mec était pas assez bankable ou pas assez connu pour eux, ou que la boxe thaï était tout simplement pas en vogue à l'époque. C'était en 2012, c'était l'année des JO de Londres, et clairement la boxe thaï, ils en avaient peut-être pas grand chose à foutre. Donc j'ai pris ce mois de décembre pour réfléchir, et en janvier j'ai une ex à moi qui bossait chez Abercrombie & Fitch, une marque dont j'avais un petit peu entendu parler, et qui m'a dit Antoine, je sais pas si ça t'intéresse, mais t'as pas de boulot, et si tu veux, ils cherchent des modèles chez Abercrombie, un grand magasin sur les champs pour lequel je bosse en ce moment. Viens jeter un œil et on verra si ça te plaît et si tu kiffes, et tu peux peut-être te faire un peu d'argent et puis te remettre le pied à l'étrier pour trouver autre chose. Et je me suis dit why not, je suis allé voir, l'ambiance m'a plu et je suis allé passer un entretien pour devenir vendeur, modèle. Et en fait, pendant l'entretien, il nous pose des questions. C'est un entretien en groupe où on était 25 dans une pièce, je me souviens, boulevard Haussmann, 75 boulevard Haussmann à l'époque. Et on arrivait au deuxième étage dans une pièce toute blanche avec 25 chaises, et on était tous là les uns sur les autres à essayer de tirer notre épingle du jeu. Et je me souviens devant une manager qui s'appelait Amélie à l'époque, qui m'avait fait passer mon entretien, répondre à des questions devant tout le monde, et manifestement, j'étais le seul de la pièce à parler anglais plutôt bien, espagnol plutôt bien, russe plutôt bien à l'époque parce que je me démerdais pas mal en rentrant du Kazakhstan l'année d'avant, et un peu de thaïlandais parce que pendant mon année d'expatriation en Thaïlande, j'avais appris le thaï un peu avec une prof à Koh Tao notamment. Et donc ça avait fait sa petite impression, et master du CELSA, etc. Et en fait, à la fin de l'entretien, elle est venue me voir, elle m'a dit bon, vendeur c'est bien mignon, mais t'as pas d'autres ambitions dans la vie, t'as pas envie de faire autre chose, t'as pas envie d'accéder à des responsabilités plus importantes. Nous, des mecs avec ton profil, on en cherche, mais pas pour vendre des jeans, pour manager et diriger la boutique. Donc si ça t'intéresse, viens à ce deuxième entretien. Et je m'étais dit waouh, le film à l'américaine où on voit un mec qui potentiellement a du potentiel, qui est jeune, qui est motivé, qui en veut à mort, qui s'est levé le matin avec la volonté de plier le monde et qui débarque et qui tente sa chance. Et je me suis dit, peut-être que la chance qu'on m'a pas offerte à l'équipe est dans le journalisme, parce que peut-être que les mentalités étaient un petit peu plus sélectives ou un petit peu moins au mérite, et qu'on sélectionnait des mecs qu'on connaissait et qui avaient 20 ans de bouteille et pas des petits jeunes avec les dents qui rayaient le parquet. Peut-être que cette chance, on allait me l'offrir ici dans cette boîte à l'américaine qui avait l'air de récompenser les gens au mérite et de pouvoir permettre à ceux qui voulaient accéder à l'élite de le faire rien qu'à la force de leur motivation et de leur travail. Et du coup, je suis allé à ce deuxième entretien, et là, je suis tombé sur un entretien hyper compétitif avec un autre mec, et on était face à face, et en gros, les questions, c'était tout en anglais. Déjà, ça m'a sorti de ma zone de confort sévèrement, mais j'ai adoré ça, et on m'a dit, ok, pourquoi est-ce que je devrais te prendre toi plutôt que lui, clairement, ok, on laissait répondre la personne qui était en face de moi, et on me disait, ok, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, en quoi tu aurais répondu mieux. Enfin, c'était un truc de ouf, j'avais jamais vu ça à part dans les films, et j'ai accroché direct à ces méthodes extrêmement différentes, extrêmement valorisante pour l'esprit de compétition et le dépassement de soi, et j'ai donné tout ce que j'ai pu à cet entretien, et j'ai été retenu. Et donc on m'a basculé sur un troisième entretien avec une head manager qui apparemment avait bien plus de responsabilités, qui m'a posé 1 milliard de questions sur mes valeurs, sur mon expatriation, sur ce que j'avais fait avant, etc. Et apparemment, j'ai passé le cap et donné satisfaction, et on m'a envoyé sur un quatrième et dernier entretien qui, je me souviens, s'était fait au Starbucks. Ça avait été hyper décontenançant pour moi parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte qui fait des entretiens dans un Starbucks? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu l'image qu'ils voulaient donner d'une compagnie extrêmement avant-gardiste, mais à la fois chill et très à l'américaine. Et paradoxalement, l'entretien dans le Starbucks a été beaucoup plus difficile parce que dans un Starbucks, il y a du bruit. Il y a le bruit des machines à café, il y a les gens qui raclent les tables et les chaises et qui parlent et qui rigolent et qui crient, etc. Et parler avec une native américaine pur jus, avec un accent auquel j'étais pas très habitué, dans un Starbucks pendant 1 heure au milieu du brouhaha à 17h30 à Grand Boulevard, ça avait été un vrai défi linguistiquement parlant, et être capable d'être à l'aise dans cette langue qui n'était pas la mienne et convaincant, ça a été un vrai challenge. Et il semblerait que j'ai relevé le défi comme il fallait, parce qu'ils m'ont rappelé quelques jours après pour me dire
Antoine, t'as donné pleine satisfaction et on a envie de voir ce que tu donnes sur le programme du MIT, Manager in Training, pas Massachusetts Institute of Technology, mais rien que le nom, vous voyez, MIT, ça m'avait mis une petite étincelle dans les yeux et je m'étais dit waouh, ils veulent m'embaucher sur ce programme de MIT qui était le programme de 2 mois pendant lequel ils développaient les compétences managériales des managers en herbe qui recrutaient. Et ils m'ont dit ok, on te prend. Et à l'époque la carotte c'était que on me prenait comme assistant manager et si je développais mes compétences et que je devenais meilleur, le salaire augmentait, les responsabilités aussi, etc. Je me suis fait douiller dans ma candeur de l'époque parce qu'on m'a promis un salaire de 25 200 euros. En fait, je m'étais dit, c'est pas mal, parce que quand on se dit 25, on fait un calcul rapide au milieu d'un entretien stressant en anglais, etc. On se dit, ok, divisé par 10, divisé par 12, ça doit faire un truc comme 2000, 2200, etc. Et en fait, ce salaire, ce que j'ignorais, c'est que les Américains, ils parlent en salaire annuel brut. Et que rapporté au salaire mensuel français net, en fait, ça faisait 1600 euros par mois net. Et clairement, 1600 euros par mois pour ce qu'on m'a demandé pendant ces 2 années et demie de managing à l'américaine, c'était clairement pas cher payé. Mais si je l'avais fait pour l'argent, encore une fois, j'aurais fait autre chose. Et ça a simplement été la toute première carotte que j'ai prise avant de me rendre compte de l'ensemble de la réalité de ce milieu professionnel. Mais j'ai signé et je me suis embarqué pour cette aventure qui a été extrêmement enrichissante, en bien et en mal, parce qu'elle m'a permis de croire en des trucs qui m'ont fait me lever le matin et qui m'ont permis d'aller au travail tellement motivé, avec une telle énergie et une telle joie de vivre et un tel optimisme que j'étais généralement connu au sein de mes équipes et auprès de mes modèles et auprès de mes vendeurs pour ça. Pour être le mec qui avait toujours le sourire, qui avait toujours la pêche et qui lâchait jamais et qui baissait jamais les bras et qui était toujours volontaire pour ouvrir le magasin quand il y avait une galère, pour remplacer un collègue quand il était malade, pour fermer le magasin. C'est là qu'ils ont commencé à m'appeler soldat Antoine, à savoir que j'avais de la famille dans l'armée et à savoir qu'on pouvait compter sur mes valeurs et sur mon engagement. Et ce thème de la fraternité, ce thème de l'entraide dans le milieu professionnel, c'est un truc qui m'a jamais vraiment lâché parce que c'est des valeurs dans le travail en équipe qui étaient extrêmement valorisées dans ce microcosme-là et que j'ai aimé développer aux côtés de collègues qui étaient extrêmement intéressants, qui venaient d'horizons culturels, linguistiques et professionnels extrêmement différents. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'hispano-hablantes, j'avais beaucoup d'espagnols, j'avais des latino-américains, j'avais des mexicains, j'avais des argentins avec moi, des colombiens, j'avais beaucoup d'anglais évidemment, beaucoup d'américains, j'avais des brésiliens, j'avais des gens de tous les pays à mes côtés et ça a été extrêmement formateur et extrêmement enrichissant. Et même si cette période de ma vie m'a permis de comprendre que je voudrais plus jamais travailler pour une compagnie et être l'esclave d'un système, ça m'a apporté beaucoup et rien que pour ça, même s'ils le savent pas forcément, je les en remercie. Le problème, c'est que j'ai vite déchanté et que je me suis rendu compte que c'était une boîte qui fonctionnait beaucoup à la carotte et que même si on se démontait au travail et qu'on enchaînait les semaines et les heures sup, etc. et qu'on comptait pas nos heures et qu'on chômait pas pour donner toujours la meilleure expérience client et le meilleur feedback possible et la meilleure performance possible pour être sûr que tout était parfait dans le magasin et que les clients appréciaient les collections et notre service et le service de nos modèles et l'accueil, etc. Primo, c'était jamais vraiment assez parce que peut-être que je manquais d'attention aux détails parce que les détails me cassaient les couilles. Pour moi, à partir du moment où on était souriant, on était disponible pour les gens, où on courait partout, etc. Et le fait que les jeans soient pas particulièrement alignés au millimètre près sur les tables ou que les lights soient pas alignés exactement en fonction des standards avec une convergence de 0,8 mm, etc. Parce que c'était vraiment des trucs comme ça qui me saoulaient. Je pêchais un peu dans l'attention et du coup, j'étais pas forcément extrêmement valorisé par rapport à d'autres managers qui étaient peut-être beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus calmes, beaucoup plus mesurés et beaucoup plus calculateur sur l'ensemble de ces paramètres. Et du coup, je galérais un petit peu et même si j'étais très bon et que je donnais le meilleur de moi-même, je pense que j'ai pas été tout à fait valorisé à mon plein potentiel et avec d'autres managers, j'étais un peu dans le cas des mecs qui voyaient les opportunités passer les unes après les autres et en fait, alors qu'on pensait qu'on allait être promu, ils nous balançaient tous les 6 mois un top manager qui débarquait d'Angleterre ou des flagships américains ou du home office aux États-Unis. Et en fait, on se disait, mais attends, comment est-ce qu'on peut être promu si en fait ils nomment des mecs à nos postes qui viennent de l'étranger en nous disant voilà votre nouveau patron, c'est lui votre top manager, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il va falloir lui dire merci et amen.
Et en fait, ça a été des désillusions et des désenchantements progressifs pour me rendre compte au final que en fait, on était exploité et virtuellement corvéable à merci et qu'on était là pour être pas de la chair à canon, mais un peu la vitrine emblématique, sexy et glamour, parce que même si moi j'étais pas forcément dans les standards, j'avais que des collègues hommes comme femmes. Les mecs faisaient 1m90, les nanas faisaient 1m75, elles étaient toutes magnifiques, les mecs étaient hyper beaux gosses, hyper charismatiques, etc. Et j'ai vite compris qu'en fait on était la belle vitrine de tout ça et qu'on était là pour faire fonctionner le bordel et qu'au final ils avaient, je pense, assez peu de considération comme toute multinationale qui se respecte en termes de rentabilité et que les états d'âme et le respect de la personnalité des gens et de leur implication au quotidien et de leur investissement personnel n'était pas une des valeurs centrales de la compagnie. Et du coup j'ai déchanté au fur et à mesure. Jusqu'à ce que je me brise le dos le 28 octobre 2013 je crois, en scooter, dans un accident de scooter, un matin où je devais ouvrir le magasin à 8h et où mon réveil a pas sonné. Je me suis réveillé en sursaut à 8h13 de mémoire et je revois encore l'heure sur mon téléphone en mode panique. Tout le magasin et toute la compagnie et tous mes managers comptaient sur moi pour ouvrir le magasin. C'est la misère, si je suis pas au store dans les 10 minutes je vais me faire renvoyer. Clairement, à l'époque où il y avait encore des périodes d'essai, même si ça existe toujours, mais plus pour moi, parce que maintenant je travaille évidemment pour moi, et à l'époque où je pouvais tout perdre sur une journée, parce que dans les boîtes américaines, on vous fait bien comprendre que si vous êtes bon, vous allez monter, soi-disant, mais que si vous chiez dans la colle, ce sera la dernière fois. Et du coup, je suis monté sur mon scooter à toute vitesse, il pleuvait le 28 octobre, c'était un lundi matin, et je me suis engouffré dans le trafic parisien bondé et arrivé devant le Chipotle à Grand Boulevard, puisque j'habitais à l'époque à République et que j'allais sur les Champs-Élysées et que j'ai traversé littéralement Paris d'est en ouest. Arrivé au feu rouge du Chipotle, il y a un mec qui a pilé devant moi pour pas passer à l'orange et j'ai freiné et mon scooter a dérapé, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule et j'ai fait un vol plané et j'ai atterri dans le coffre de ce berlingot Peugeot Jumper, je crois, de mémoire blanc, dont j'ai complètement éclaté la porte arrière au point que c'était tellement enfoncé qu'on pouvait passer la main sans ouvrir la portière et atteindre l'intérieur du coffre. C'était lunaire. Et je me suis pété 3 vertèbres, fracture des apophyses transverses. J'ai pas pu marcher pendant une semaine. J'avais eu bien mignon par le médecin des urgences de l'hôpital, celui qui est à côté de Montparnasse. Je me souviens plus du nom de l'hôpital. Bref, un scandale. La meuf me dit « Oh mais ça va, il n'y a pas d'os, à cet endroit-là vous avez rien, vous n'avez pas de fracture, je vous fais un arrêt maladie de 2 jours et mercredi vous retournez au taf. » Génial. Mercredi je pouvais pas marcher, je fais venir je sais plus, une ambulance qui m'emmène faire une radio et ils se rendent compte qu'en fait j'ai une triple fracture et que ma colonne vertébrale est potentiellement touchée et que j'ai eu de la chance de ne pas rester paralysé. Bref. Et je suis retourné au travail après les 3 semaines d'arrêt maladie que j'ai eu, hyper motivé, genre limite en boitant avec une canne, et j'ai essayé de donner le max. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré mon investissement personnel et tout ce que je pouvais fournir, j'étais pas tellement valorisé pour tout ça. Et ça a commencé à me rendre un peu potentiellement aigri et frustré de travailler pour les autres et de tout donner pour être aussi peu payé et aussi peu considéré. Et on a voulu m'envoyer à Abu Dhabi aussi pour ouvrir un magasin à Abercrombie & Fitch. Et c'était génial sur le papier. On m'a envoyé à Londres pour passer des tests de sélection que j'ai réussi, etc. Et quand le choix a été fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était encore une fois la même carotte et qu'il fallait partir à Abu Dhabi et travailler 48 heures au lieu de 35, 6 jours par semaine au lieu de 5 jours par semaine, payé pareil. Et que ce serait la même chose en fait, et qu'il faudrait que je recours après une carotte virtuelle et imaginaire qui n'existait pas, et que certes je serais directeur de magasin là-bas, mais que en fait j'aurais de reconnaissance que la poudre aux yeux qu'on me promettait et le pseudo prestige de pouvoir dire sur son CV qu'on était directeur de magasin et qu'en fait ça n'avait dans le monde que moi j'avais envie de me construire strictement aucune valeur. Et du coup j'ai travaillé pendant 2 ans et demi jusqu'au mois de juillet 2015 où petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie de tout plaquer et c'est un peu le but de ce podcast, de vous exprimer ce sentiment là et d'envoyer péter toute cette logique hiérarchique et toute cette pseudo-construction de l'esprit qu'on respecte parce qu'on a des gens qui sont au-dessus de soi et qui sont plus expérimentés et qui, parce qu'ils sont au-dessus de vous, sont forcément meilleurs, alors qu'on se rend compte 6 mois après qu'en fait ils ont 3 ans de moins que vous et qu'ils sont là parce qu'ils étaient le pote de tel manager et qu'ils ont été promus au bout de 3 mois alors que normalement c'était interdit, qu'il fallait 1 an et demi d'ancienneté, etc. Enfin bref, que des trucs réjouissants de la sorte.
Et je me suis barré. J'ai posé ma dème et je me suis arraché en juillet 2015, après m'être rasé la tête. Ça a été la première fois que j'ai fait un truc capillaire un peu con et un peu fou, pour marquer une rupture, pour marquer un désaccord, pour marquer un renouveau et un changement et une nouvelle ère. Et je me suis tiré. Et là, je me suis dit, ok, il est temps de rassembler ses cartes, il est temps de rassembler ses atouts et de faire valoir tout ce que je sais faire, de mettre dans le même panier toutes mes compétences, tous mes savoir-faire, tous mes skills, et de les exploiter à 100% de mon potentiel pour devenir enfin la personne que j'ai envie d'être, pour moi, mais pour les autres aussi, et pour pouvoir offrir au monde ce que je retiens depuis tant d'années et ce qui manifestement n'est pas désiré ou n'est pas recherché ni dans le journalisme, ni dans le management à l'américaine, ni dans ce genre de sphère-là. Et du coup, j'ai passé les tests d'une école de coaching parce que j'étais évidemment passionné de sport et que j'avais la chance d'avoir quelques modèles et quelques managers qui s'entraînaient dur quand j'étais chez Abercrombie & Fitch, parce qu'il y avait des mecs qui avaient des sacrés physiques. Et du coup, j'ai pendant ces 2 ans et demi entretenu une passion grandissante pour la musculation, pour le développement sportif, pour le progrès, etc. J'avais pas le temps d'aller à la boxe parce que j'avais des horaires quand je bossais dans le magasin des Champs-Élysées qui étaient tellement sans dessus dessous que je pouvais pas m'inscrire et payer en plus 300 balles pour une année de cours auxquels je serais allé que 6 fois dans l'année parce que littéralement mes horaires c'était du n'importe quoi. Et du coup la muscu c'était pratique parce que je pouvais sortir du taf à peu près à n'importe quelle heure et aller à la muscu dans des salles qui étaient, je me souviens aller à Place de Clichy à l'époque, à République qui était une salle à Fitness Park qui était ouverte 24 heures sur 24, et j'allais me faire des séances qui avaient ni queue ni tête à 3h du mat, à 5h du mat avant de bosser, à minuit et demi après être sorti du taf et tout. Enfin bref, sportivement c'était n'importe quoi, mais ça m'a permis d'entretenir ma passion et de garder ce feu sacré vivace en moi. Et du coup j'ai passé les tests d'une école de coaching qui s'appelait la Le Pense Academy à l'époque, du nom de Bénédicte Le Pense, qui était la directrice et la créatrice de cette école. Et j'ai réussi les tests. Je me souviens, il y avait un test de squat à 1,5 fois le poids de corps. Donc j'avais fait des squats à 108 kg à l'époque, ce qui était déjà solide pour ma faible expérience en musculation. Et j'avais fait un truc comme 16 ou 17 reps, je crois, j'étais plutôt fier de moi. Et il y avait un test de max de développé couché au poids de corps, max traction, max dips. Et je m'en étais très bien sorti. Et du coup ça, plus les TEP, un look léger, des tests, un entretien de motivation professionnelle et psychotechnique. J'étais sorti très bien classé, j'avais réussi à intégrer cette école. Et du coup, en 2015, j'ai commencé l'aventure qui m'a permis de décrocher en 2016 mon diplôme d'État, mon fameux BPGEPS, pour pouvoir être animateur sportif et travailler comme coach sportif et développer ma nouvelle passion et en faire un métier. Et j'ai eu la chance cette année-là aussi de pouvoir trouver un stage et une alternance dans une salle. Parce que rien n'est le fruit du hasard finalement, dans une salle sur laquelle j'avais écrit un article quand j'étais journaliste pour Sport et Style, pour le mensuel de l'équipe, et dans laquelle j'étais allé faire une séance d'essai, j'étais allé à la rencontre des coachs, à la rencontre du management, et j'avais fait un super article qu'ils avaient apprécié parce que la salle m'avait paru géniale. Et la salle en question c'était le Clé, une salle extrêmement haut de gamme du Marais, du centre-ville et du cœur de la cité parisienne. Et j'étais retourné cette année-là en leur disant, vous vous souvenez de l'article que j'ai écrit sur vous en 2012, on est en 2015 et j'ai besoin d'un stage pour 1 an et j'adorerais le faire chez vous évidemment. Et il m'avait dit, mais on se souvient de ton article et écoute, si tu réussis les exigences et que tu passes les tests de ce qu'on attend d'un bon coach du Clé, tu seras le bienvenu dans cette grande famille. Et j'ai passé un entretien avec le directeur à l'époque et j'ai été reçu. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce stage d'1 an au Clé et de me former à ma nouvelle pratique professionnelle et de développer mes talents de coach au Clé, à Paris, en plein cœur de Paris, auprès d'une clientèle exceptionnelle à tous les égards, exceptionnellement fortunée mais aussi exceptionnellement intéressante, parce que j'avais des gens qui étaient numéro 2 du Conseil d'État, qui étaient des profs de droit constit, qui étaient des avocats, qui étaient des médecins, qui étaient des chirurgiens, qui étaient des grands entrepreneurs, des capitaines d'industrie, et que j'avais sous la main une manne de gens extrêmement intéressants et enrichissants. Et quand on est coach, on est proche de ses clients, si on est un bon coach en tout cas, et que j'ai pu me rapprocher et apprendre au fur et à mesure de gens qui étaient extrêmement intéressants pour moi, humainement et professionnellement aussi. Et du coup, j'ai développé ces talents de coach tout au long de ma formation à la Le Pense Academy, dans laquelle j'ai appris les rudiments du métier de coach et pas forcément beaucoup plus, parce que ce qu'on apprend malheureusement en BPGEPS
en termes de qualité des connaissances, même dans les potentiellement meilleures écoles de France et de Navarre, ça vole quand même pas très haut. On le sait aujourd'hui, le niveau du BPGEPS, il est un petit peu indigent intellectuellement, et payer 5, 6, 7, 8 000 euros en fonction de l'école dans laquelle vous êtes pour décrocher un bout de papier pareil, c'est un peu un sketch. Mais à l'époque, j'avais pas beaucoup d'horizons pertinents sur comment est-ce que je pouvais développer une telle carrière, et je me suis dit que passer par cette case-là, c'était l'assurance de la sécurité, de pouvoir être reconnu dans cette profession, passer un diplôme qui allait pouvoir me permettre d'exercer. Et du coup, j'ai passé mon BP que j'ai décroché évidemment parce que pour moi, après avoir réussi le concours du CELSA, après avoir intégré le groupe L'équipe, après avoir travaillé pour le magazine GQ, après avoir travaillé dans une ambassade de France à l'étranger, devenir coach sportif, c'était en termes de connaissances et de capacité oratoire et de dissertation et de structuration de mes idées une grosse blague. Mais j'avais besoin de ce sésame et de ce bout de papier pour pouvoir exercer et développer ma nouvelle passion. Donc je l'ai passé et j'ai joué le jeu. J'ai rencontré là-bas des gens hyper intéressants, à la fois certains formateurs, mais aussi certains de mes camarades de classe avec qui j'ai tissé des liens d'amitié et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Pour certains, mon Axel, bisous, je t'embrasse, parce que c'est là-bas sur les bancs de la Le Pense Academy que j'ai rencontré Axel, qui à l'époque, alors que moi j'avais 27 ans, lui en avait 18, et on a tissé des liens qui sont encore forts aujourd'hui, je m'en félicite. Donc ça n'a pas été une année perdue totalement, et même si j'ai dû avaler pas mal de couleuvres au vu de la qualité relativement médiocre de certains enseignements scientifiques, clairement pas remis à jour, clairement pas updaté et valable, humainement c'était plutôt rigolo. Et du coup j'ai fait cette année de formation d'un côté pour mon BP et de formation professionnelle au Clay qui m'a beaucoup appris. Et je vois que ce podcast arrive à 45 minutes et qu'il faut que je me magne parce que j'ai encore énormément parlé et qu'il va falloir probablement une troisième partie pour vous développer la troisième partie et la partie finale, j'espère, de ma stratégie professionnelle. Mais en gros, j'ai développé mon savoir-faire de coach, j'ai développé ma clientèle parce qu'en termes de marketing et de développement personnel et de vente de ses services et de mise en valeur de ses savoir-faire, le Clay, ça a été extrêmement intéressant parce que les coachs qui fonctionnaient et qui marchaient bien au Clay étaient des coachs extrêmement intelligents, à la fois compétents dans leur coaching, mais aussi très compétents avec leur talent humain, leur talent de communication auprès de leurs clients et de la façon dont ils se marketaient littéralement et dont ils se vendaient à leurs potentiels prospects et aux autres membres et adhérents de la salle. Et donc ça a été très intéressant et très formateur. Et à l'été, printemps 2016, je suis parti avec mon pote Nevin, 3 semaines en Thaïlande. Et quand je suis revenu, de ces 3 semaines de vacances bien méritées, parce que toute l'année 2015 je n'avais pas pris de vacances et que je vous le dis comme ça, mais évidemment pendant les 2 ans et demi où j'ai été manager chez Abercrombie & Fitch, j'ai dû prendre 3 semaines, 0 semaine de vacances la première année, puisque la loi française fait qu'on ne peut pas prendre de vacances la première année. Ça, c'est encore une belle cartouche du système français, mais bref, on accepte d'avaler des couleuvres et de prendre des anguilles comme elles viennent. Merci d'État français. Et donc, sur les 2 ans et demi, j'avais dû avoir genre 8 semaines de vacances, la grosse blague, vu le rythme de travail qu'on se mangeait. Et du coup, pouvoir prendre 3 semaines pour partir avec mon meilleur pote en Thaïlande, c'était clairement pas du luxe. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que ma clientèle avait été divisée par 2 parce que j'avais des clients qui, parce que j'étais pas là, avaient changé de salle parce qu'ils avaient le luxe de pouvoir le faire et s'étaient dit bon mon coach s'est barré, vas-y je me barre, j'ai dans une autre salle. Certains s'étaient fait virer parce que je sais pas, peut-être à cause de la frustration de pas avoir leur coach qui pouvait s'occuper d'eux, ils s'étaient pris la tête avec le management et ils s'étaient fait virer. J'ai 2 clients qui s'étaient fait virer dans les 3 semaines, super surprise. Et certains autres m'avaient tourné le dos et m'avaient fait comprendre quand j'étais revenu que si j'étais pas là à leur disposition au claquement de doigts quand ils avaient besoin de moi pour optimiser leur nutrition, leurs entraînements ou défouler leur frustration après leur grosse journée de travail, c'est que je méritais pas de travailler avec eux et du coup ils sont allés travailler avec certains de mes collègues et grand bien m'en a fait parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un fonctionnement professionnel vers lequel je m'étais tourné pour pouvoir me libérer du carcan de la hiérarchie de compagnie extrêmement nivelée, extrêmement hiérarchisée, et qu'au final je m'étais remis malgré moi dans un système qui était orienté vers la satisfaction des clients et qui avait tendance à asservir les coachs dans une notion de service et de disponibilité constante et qu'on était obligé pour pouvoir performer et être bon et gagner correctement notre vie d'être
littéralement corvéable à merci et se lever à 5h du mat. J'habitais à Rosny-sous-Bois à l'époque et je me faisais les trajets entre Rosny-sous-Bois et le centre de Paris pour ouvrir la salle à 7h du mat ou pour avoir des coachings de 7 à 8 et de 8 à 9 et ensuite plus aucun client jusqu'à 17h et un client à 17h de 17 à 18 et ensuite un autre client de 20h à 21h et rentrer chez moi complètement éclaté après avoir fait 4 heures de coaching dans la journée avec une rentabilité proche du néant et en me mangeant des nuits de 6 heures parce que malheureusement mon planning était comme ça et que quand on démarre on est obligé de se plier à cette logique. Et donc je me suis dit, oula mon petit pote, peut-être que t'as pas tellement envie de devenir esclave de ce système et que quand je voyais surtout les coachs qui s'en sortaient peut-être un petit peu moins bien que les autres et qui étaient peut-être un petit peu moins en vogue à la salle et qui avaient 40-45 balais et qui étaient peut-être un peu sur le tard et qui s'accrochaient à leur clientèle et à ce qu'ils savaient faire pour nourrir leur famille, et je me rendais compte qu'ils étaient en fait complètement esclaves de système et que même s'ils gagnaient relativement bien leur vie, ils étaient complètement dépendants de leur intégrité physique, que s'ils se pétaient une jambe, ils n'avaient plus aucune rentrée d'argent parce qu'ils ne pouvaient plus coacher et que s'ils partaient 3 semaines en vacances ou en voyage comme moi, ils n'avaient plus aucune rentrée d'argent parce qu'ils n'avaient plus de clients à coacher, etc. Et que c'était clairement pas l'avenir professionnel vers lequel j'avais envie de me tourner et la sécurité de l'emploi et l'épanouissement personnel vers lequel j'avais envie de m'orienter. Et du coup, cette claque dans la gueule que j'ai pris en rentrant de ces 3 semaines de vacances en Thaïlande m'a été probablement la plus utile de ma vie parce que je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyé et que je m'étais projeté dans un univers professionnel qui ne serait pas réaliste au vu des ambitions que j'avais dans cette vie et de l'envie que j'avais de donner un tournant spécial, personnel et relativement unique à ma carrière et à mon développement personnel. Et là, je me suis dit, ok, il est peut-être temps de se dématrixer, de sortir de ce système, d'essayer de voir les choses différemment, de peut-être pas chercher à faire les choses comme les autres par sécurité, mais d'être un peu créatif et de réunir mes talents à moi et de faire ce que je sais faire de mieux pour pouvoir me construire un chemin professionnel à ma mesure, qui me ressemble et un truc qui clairement va me permettre de satisfaire l'ensemble de mes envies dans cette vie, l'ensemble de mes ambitions et de cristalliser à la fois l'ensemble de mes savoir-faire, l'ensemble de mes passions et de satisfaire l'ensemble de ma curiosité à la fois en termes de voyage, en termes de développement personnel, professionnel, culturel, sociaux et de me permettre de mettre tout ça dans un pot, de mélanger bien fort et d'en tirer la seule chose qui me permettrait d'être vraiment heureux et épanoui, c'est tout simplement la vie que j'avais envie de vivre et pas la vie des autres, pas le système et le fonctionnement professionnel des autres, pas le fonctionnement professionnel proposé par des hiérarchies et des compagnies pour lesquelles j'avais travaillé et qui étaient absolument inflexibles et absolument rigides et absolument impénétrables et auxquelles je serais toujours soumis et que si je comprenais pas qu'il fallait que je me crée ma vie à moi, maintenant et sans attendre, j'y arriverais jamais. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me mette un sacré coup de pied au cul, que je plaque tout ça et que je trouve un moyen de pouvoir conjuguer et assembler l'ensemble de mes compétences et que je crée un système et un business model clairement qui allait me permettre d'être libre, c'est-à-dire de dépendre de personne virtuellement, d'aucun patron, d'aucune compagnie, d'aucune salle de sport, d'aucun client en soi, et qui me permettent à la fois de pouvoir être libre professionnellement, avec personne au-dessus de moi directement, mais aussi libre géographiquement, qui allait me permettre de pouvoir dématérialiser mon offre de contenu et ma proposition de valeur. Et plutôt que de faire du coaching en coachant un par un des clients, les uns à la suite des autres, à la queue leu-leu, sur des journées absolument interminables et toujours répétitives les unes après les autres, qu'il fallait que je puisse m'émanciper de ce fonctionnement, m'émanciper du taux horaire, m'émanciper de ma présence géographique dans une salle à 7h du mat ou à 22h30 et qu'il fallait que je me libère de tout ça et que je trouve un système qui allait me permettre d'être libre et de continuer à progresser et à développer de la valeur réelle pour de plus en plus de gens et qui seraient potentiellement loin de moi et qui simplement auraient confiance en mes compétences et pourraient me découvrir, apprécier ce que je faisais, suivre la qualité de mon travail et éventuellement pouvoir considérer qu'ils en viendraient à travailler avec moi simplement parce qu'ils me trouvaient compétent, cohérent, sympathique et qu'ils considéraient que mes valeurs étaient alignées sur les leurs. Et je pense que ça va conclure de façon magistrale ce deuxième podcast parce que la réponse à cette question et à cette problématique professionnelle que je me suis posée
à l'issue de cette année de coaching aux clés et après cette claque dans la gueule que j'ai pris après mon retour de Thaïlande, comme quoi vous voyez, la Thaïlande est toujours au centre de mes réflexions et de mes variantements et de mes changements de mode de vie, a été clairement un pivot dans ma carrière et dans mon avenir professionnel. Et ça a été un gros moment d'interrogation parce que maintenant c'est facile a posteriori de vous retracer les stratégies que j'ai utilisées et la façon dont je me suis inventé et réinventé moi-même et la façon dont j'ai réussi, parce que j'ai réussi ce pari-là. Mais à l'époque, quand j'avais 28 ans et relativement peu de contacts dans ce monde-là et très peu de savoir-faire technique pour pouvoir arriver à matérialiser l'ensemble de mes savoir-faire dans quelque chose d'efficace et de rentable, ça a été un vrai challenge et la réponse à cette question et à cette problématique professionnelle qu'il fallait que j'invente de toutes pièces pour créer un truc qui me ressemblait à moi et à moi uniquement, elle a été relativement compliquée à trouver et à créer ex nihilo. Et ce sera la réponse que je vous apporterai par conséquent dans le 3e volet de ce podcast. Et j'avais promis au début de ce 2e volet et je m'étais fait la promesse de vous donner l'ensemble des réponses là-dedans. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pas rigolo si je vous raconte tout et que je vous donne toutes les solutions en même temps. C'est bien de créer des cliffs dans la narration, c'est bien de créer de l'attente et c'est bien que vous disiez: putain, mais comment il a fait? Comment il a fait pour démêler l'ensemble de ses problématiques professionnelles? Comment est-ce qu'il a fait pour se sortir de ce mauvais pas? Et comment il a fait pour rebondir, repartir quasiment de zéro et en arriver là où il est aujourd'hui? Et donc, je pense que le prochain podcast s'intitulera du clé à la liberté, ou du clé à YouTube, ou du clé à Bayesian, et que je vous expliquerai comment je suis passé de coach potentiellement successful, mais un peu voué à l'échec sur le long terme, à ce que j'en suis aujourd'hui. Mes soldats, merci infiniment d'avoir suivi ce 2e épisode de notre podcast. S'il vous a plu, évidemment, je sais toujours pas comment ça marche, mais éclatez-moi les pouces bleus du podcast, mettez-nous 5 étoiles, mettez un commentaire positif, aussi positif que l'émotion que vous avez ressentie à l'écoute de ce nouvel opus, aussi positif que les émotions et les ambitions que ça fait naître en vous, aussi positif que ce que vous avez envie de faire de votre vie à l'écoute de mes paroles, à l'écoute de mon récit, de mes expériences de vie. Et si humblement j'ai réussi à faire naître en vous une petite étincelle qui va vous permettre d'allumer ou de rallumer le feu sacré qui vous habite, c'est la seule ambition de la création de ce nouveau format de contenu, et c'est la seule envie que j'ai en prenant la parole derrière mon micro. Je vous aime fort, merci d'avoir été là à mes côtés et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Smartfire. Bye bye. Et ben voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je l'ai faite évidemment pour vous. J'adore ce format, il est vraiment cool. J'espère qu'il est parlant, j'espère qu'il est pénétrant, que vous arrivez à rentrer vraiment dans ma tête, dans ma mentalité, dans mon mindset et dans mon cœur, parce que vous voyez que toutes ces modifications de parcours et tous ces soubresauts et ces rebondissements, on les fait avec la tête, mais on les fait aussi avec le cœur. Et c'est ça qui est important pour que vous arriviez à comprendre comment je fonctionne. Et peut-être que si ça peut vous donner des idées pour optimiser votre chemin de vie, votre progression personnelle, et ben ce sera pas perdu et ça me permettra de vivre mes erreurs une fois et de vous permettre d'éviter de les faire une 2e fois. Je vous aime fort mes soldats, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo de contenu exclusive sur notre plateforme et sur notre communauté privée. À bientôt. Bye bye.